Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous présente en détail ma nouvelle acquisition qui vient compléter ma collection de K-Car, la Suzuki Cappuccino. Donc les amis, si vous avez vu ma première vidéo qui vous présentait la visite du garage Habit, eh bien vous aviez déjà vu brièvement cette Suzuki Cappuccino et je vous avais dit que je vous la montrerai en détail. Eh bien aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va voir toutes les spécifications de cette voiture, je vais vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit pour ceux qui découvriraient le modèle et on va voir surtout les modifications qui ont été apportées à ce véhicule parce que clairement c'est une voiture qui n'est pas du tout d'origine. Tout d'abord, pour ceux qui découvriraient vraiment le modèle, donc je rappelle qu'il s'agit d'une K-Car, une catégorie de voitures japonaise qui limite la cylindrée à 660 cm3, qui limite aussi la taille à l'époque à 3,30 m. Et donc c'est une réglementation typiquement japonaise. Cette voiture n'a jamais été vendue en France. Il y en a eu quelques exemplaires vendus au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais en France, elle n'a pas été distribuée par Suzuki. Et d'ailleurs, si vous voulez voir plus en détail à quoi ressemble cette voiture lorsqu'elle est d'origine, eh bien je vous renvoie au test que j'ai déjà fait sur ma chaîne. J'avais publié le test de la Cappuccino de Benjamin, une voiture qu'il avait intégralement restaurée. D'ailleurs, il y a toute une playlist où on voit la restauration de ce modèle qui lui a pris environ 2 ans. Donc de nouveau, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos avant de regarder celle-ci. Maintenant que vous connaissez un peu plus cette voiture, on va passer en revue celle que je viens d'acquérir. Donc, vous voyez déjà qu'elle est rouge. Pour moi, la plus belle couleur qui a été distribuée sur cette voiture. Et si je la voulais rouge, c'était essentiellement parce qu'elle est rouge dans le manga Initial D. Et vous savez que je suis un gros geek, donc il me fallait absolument la même en rouge. Donc il s'agit d'une Cappuccino de première génération, car sachez qu'il y a eu 2 phases, une avec le moteur qui était avec une distribution par courroie et une deuxième qui a le même moteur mais avec une distribution par chaîne. Donc là on est sur une des premières avec une courroie. Personnellement, j'avais en tête de faire l'acquisition d'un modèle de 2e génération, justement pour ne pas avoir à m'embêter avec la distribution à remplacer de temps en temps. Mais j'ai eu l'opportunité, grâce à la société Carcoy, vous connaissez très certainement cette société si vous suivez régulièrement mes vidéos de K-Car, vu que c'est cette société qui a importé quasiment tous les véhicules que j'ai dans ma collection. Donc vous voyez hein, la Beat, la Suzuki, enfin la Subaru Vivio, l'Autozam AZ1 ainsi que la Copan. Non, la Copan elle était déjà en France. Après, il m'a importé également cette Lancer Evolution. Enfin, donc c'est une société qui importe des véhicules du Japon et ils avaient ça dans leur stock tout simplement parce qu'un de leurs clients qui avait fait venir cette voiture a finalement, entre guillemets, annulé sa commande. Donc moi je cherchais une rouge mais je voulais qu'elle soit d'origine et celle-ci au début pas trop d'origine, donc elle m'intéressait que moyennement. Puis j'ai Benjamin, celui qui possède déjà donc une Cappuccino qui est un peu intervenu sur cette voiture afin de la remettre bien en état et il m'a dit essaye-la, tu vas être bluffé, tu vas voir, elle a beaucoup plus de performance que celle que j'ai testée, donc la sienne qui est plus ou moins d'origine. Et c'est vrai que je ne pensais pas en faire l'acquisition et finalement, dès que j'ai eu l'occasion de rouler un peu avec, il ne m'a pas fallu plus de 5 minutes pour comprendre que j'allais l'acheter. Parce que là, elle est modifiée, un peu esthétiquement, mais elle est surtout modifiée au niveau mécanique. Et donc, elle doit clairement sortir plus que les 64 chevaux d'origine. Là, comme ça, à la louche, je dirais qu'elle doit être entre 80 et 100 chevaux. Je ne sais pas exactement, je peux me tromper. Mais on va passer en revue, on va voir les modifications. Vous allez voir qu'elles sont quand même assez nombreuses. Je pense même que cette voiture a peut-être fait un peu de piste au Japon. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un coupé sport, moteur à l'avant et c'est une propulsion. Que vous dire d'autre? Donc déjà au niveau de l'esthétique, la voiture n'est pas trop exubérante quand on la regarde comme ça sur le côté. La seule chose qui choque tout de suite, ce sont les jantes.
D'origine, on a des jantes grises. Et là, donc, ce sont des jantes haut de gamme de chez Race, de la gamme Graham Lights. J'ai vérifié, ces jantes sont encore en vente au Japon et ça vaut quasiment 500 € la jante. Alors celles-ci, bien sûr, elles sont un peu anciennes, elles ont des marques, elles ne sont pas en parfait état, mais ça montre bien que ce sont des jantes qui ont été mises sur cette voiture justement pour la performance. C'est pas du bas de gamme du tout. Là, finalement, pour améliorer l'esthétique, il faudra juste que je trouve des petits caches centraux ici, parce que là ça fait un peu moche. Et donc on a les 4 mêmes, bien évidemment. Celle-ci, c'est peut-être celle qui est avec le moins bon état. On voit qu'il y a de la peinture qui a sauté juste ici. Donc pour qu'elle soit nickel, il faudrait juste bien les décaper, les polir et les repeindre pour qu'elles soient nickel. Mais déjà donc, des jantes haut de gamme ont été mises sur cette voiture. Après, pour vous la montrer plus au niveau esthétique, vous voyez qu'à l'avant, déjà, ce qui choque, c'est le pare-choc. Tout simplement car celui-ci n'est pas de la bonne couleur. Alors là, il est dans un bleu-vert, à savoir que c'est une couleur officielle. La voiture a été vendue également dans ce bleu-vert. Mais donc ça a été remplacé. C'est pas exactement le pare-choc d'origine, parce que d'origine, bien sûr, il ne descend pas aussi bas que ça. Il n'y a pas cette espèce de lèvre supplémentaire. Et sinon, pour le reste, c'est à peu près d'origine. Et vous voyez que en France, avec nos satanés Dodan, eh bien, le pare-choc n'a pas aimé du tout. Donc c'est un pare-choc en fibre, du moins ça ressemble. Moi, j'ai décidé de l'enlever, tout simplement déjà parce qu'il n'est pas de la bonne couleur et qu'il est beaucoup trop bas pour être utilisé au quotidien en France. Par chez moi, il y a énormément de Dodan, donc ce serait juste intolérable. Donc j'ai déjà commandé un pare-choc d'origine. Il ne restera plus qu'à le peindre et à remplacer celui-là. Donc ça va être fait. Donc de nouveau, petite pièce circuit. Vous voyez que là, on a un anneau de remorquage. Je ne sais pas si je le laisserai. Il faudra que je vois si c'est compatible avec un pare-choc d'origine. Sinon, au niveau esthétique, concernant l'éclairage, c'est à peu près d'origine. Il y a juste des ampoules LED qui ont été rajoutées, mais je pense que tout ça, lorsqu'on va démonter le pare-choc, je vais tout remplacer par des ampoules d'origine. J'aime pas trop le côté LED, ça fait tuning bizarre. Ça a été remplacé. Normalement, c'est orange, mais je vais le laisser parce que clairement, c'est parfaitement bien intégré dans le design. Ça pourrait être d'origine. Et derrière, on a cet aileron, ou plutôt un ducktail, une queue de canard. Personnellement, j'aime beaucoup le look que ça lui donne. C'est vraiment un petit aileron comme ça que j'avais prévu de mettre lorsque lorsque j'imaginais en faire l'acquisition. Peut-être pas un aussi haut, mais finalement, je trouve que ça lui va bien, donc je vais le laisser. Et vous voyez qu'elle a été désiglée, la voiture. Il n'y a plus le logo Cappuccino, mais grâce à Benjamin, eh bien j'en ai un. Donc très bientôt, je vais resigler la voiture. J'ai d'ailleurs aussi fait l'acquisition de l'emblème Suzuki à l'avant. Et j'ai aussi normalement des logos Cappuccino qui vont ici, juste derrière les portes. Et j'ai retrouvé par miracle toutes ces pièces d'origine. Donc je les ai commandées, je les ai déjà reçues, ça va être mis en place d'ici quelques temps. Pour revenir sur les pièces un peu de tuning, un peu prépa qui ont été mises, vous voyez qu'à l'arrière, on a un échappement. Donc c'est une ligne en titane de chez Kakimoto. Alors je ne connaissais pas cette marque, je me suis renseigné un petit peu et il semblerait de nouveau que ce ne soit pas de la pièce bas de gamme, c'est même plutôt du haut de gamme. J'ai vérifié, il est encore en vente au Japon, ce silencieux, et avec une partie de la ligne, il y en a pour environ 500 balles. Donc ça a l'air d'être quand même plutôt du bon matos, et la sonorité est vraiment correcte. On sent bien que c'est sport, c'est rauque, ça tremble un petit peu lorsqu'on est à bas régime. Quand on est à haut régime, forcément, c'est encore plus audible, mais c'est pas non plus criard, ça vous arrache pas les oreilles. Franchement, on sent bien que
comment dire, c'est loin de l'origine au niveau de la sonorité, mais c'est quand même tout à fait tolérable. C'est pas un truc que vous entendez arriver à 3 km à la ronde. Et puis, je pense qu'au niveau de l'esthétique extérieure, on a déjà fait le tour. Sinon, la voiture est relativement, basique. On a le capot d'origine, on n'a pas de bas de caisse. Maintenant, donc, on va passer aux parties techniques. Et on va commencer par ce qu'il y a dans le coffre. Donc, vous voyez qu'on a bien un coffre sur cette voiture, hein, et il y a une barre ici anti-rapprochement, une barre de renfort. Et Benjamin, qui a déjà travaillé sur cette voiture, il l'a inspecté dans tous les sens, m'a dit que déjà, le truc le plus important, il n'y a pas de corrosion. Et vous savez, si vous avez vu ces vidéos de restauration, que la Cappuccino est une voiture qui est extrêmement souvent soumise à la corrosion. Donc celle-ci, le fait qu'elle en soit exempte, c'est aussi un critère qui est rentré dans la balance lorsque j'ai décidé de l'acheter. Parce qu'en trouver une sans corrosion, même au Japon, c'est très compliqué, et je ne vous parle même pas de l'Angleterre où elles sont toutes bouffées par la rouille depuis déjà très longtemps. Donc celle-ci en plus a été renforcée un peu partout. Je vous l'ai montré, donc on a une barre de renfort, mais c'est pas la seule, vous allez le voir, il y en a une autre à l'avant. Et Benjamin, donc dans son inspection, m'a dit aussi qu'il y avait des renforts en dessous, dans les ailes, enfin il y en a un peu partout. La voiture est extrêmement rigide, de nouveau, prépa piste, hein. Hop. Alors l'antenne n'est pas d'origine, parce que si vous avez vu le test de celle de Benjamin, il a l'antenne d'origine et c'est une antenne en métal qui est extrêmement haute. Je ne sais pas si je remettrai celle d'origine, je la trouve vraiment trop grande. Je vais peut-être laisser celle-ci, vu que pour l'instant je reçois plutôt bien la radio avec. Ensuite, l'autre partie qui est difficile à cacher, vous voyez à travers la vitre qu'il y a un arceau de sécurité. Donc, je vous montre l'intérieur. L'intérieur qui, sinon, est relativement classique. Les sièges sont d'origine, sont d'ailleurs en plutôt bon état. Le volant n'est pas d'origine, et d'ailleurs c'est une contrefaçon d'un Hardy. Donc je vais très certainement le remplacer par autre chose. La prise en main n'est pas si mauvaise que ça. J'aime bien le fait qu'il soit plus petit que d'origine. Là c'est un 32 cm. D'origine ça doit être un 35. Enfin ça va être très certainement amené à changer. On a également un pommeau de levier de vitesse ici, donc c'est une pièce en aluminium, mais je vais peut-être remettre celui d'origine. Et donc on revient à ce fameux arceau de sécurité. Donc c'est pas du petit truc, hein, il est totalement boulonné à la voiture, peut-être même, je dis boulonné, mais il est peut-être même soudé. J'avoue que je ne suis pas allé voir. Et en plus on a des espèces de mousse par-dessus pour pas se cogner dedans. Donc c'est un véritable arceau. Le seul inconvénient que ça apporte, c'est que ça a un peu déformé et déplacé certains plastiques à l'arrière. Mis à part ça, sinon ça s'intègre bien dans le design et ça ne nuit pas à l'ouverture des panneaux de toit et aussi de la lunette arrière, car si vous vous souvenez de nouveau du test de la Cappuccino, rappelez-vous que c'est un véhicule qui est convertible. Donc là, on l'a en version coupée, mais on peut le mettre en targa, on peut même le transformer en cabriolet en mettant tous les panneaux de toit, donc qui sont ici. Vous voyez qu'il y en a 3. On peut mettre les 3 dans le coffre et cette partie-là se bascule, rentre juste derrière. Et donc tout ça, ça n'est pas gênant malgré le fait qu'il y ait l'arceau. Après, à l'intérieur, de nouveau, des pièces qui trahissent que c'est pas d'origine. On a ici ce manomètre. Je vais essayer de vous le montrer allumé, ça sera quand même plus joli. Donc, mano de pression qui fonctionne très très bien. Bon, maintenant je l'éteins parce que sinon vous allez entendre la radio. D'ailleurs, on a un petit poste carrozzeria, donc c'est Pioneer. Et ensuite, on va commencer à taper dans ce qui augmente vraiment les performances. Hop.
Donc vous voyez à l'intérieur, on a ici un petit boîtier. Et ça, j'en suis pas certain parce que malheureusement j'ai pas la notice, j'ai rien. Mais il semblerait que ce soit un boîtier qui permet de changer les paramètres liés au turbo qui n'est pas d'origine. Et vous voyez donc dans la boîte à gants, on a tout un système de boîtier électronique. Et je suppose bien sûr que c'est tout ça qui fait qu'on a plus de puissance. Donc, maintenant que vous avez vu l'intérieur, ce que vous voulez voir, c'est forcément le capot, enfin ce qu'il y a sous le capot. Hop. Alors j'avais oublié que pour ouvrir le capot, c'est dans la boîte à gants. Voilà. Faut être souple hein, pour ce genre de voiture. Donc le capot. Alors où est la petite tirette? Là. Et voilà le moteur. Donc on retrouve bien le 3 cylindres en ligne turbo qui équipe également l'Autozam AZ1. Et donc le moteur est toujours celui d'origine, il n'a pas été remplacé. Mais on a un turbo, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait vous allez même rien voir du tout. Il y a pas mal de pièces dans le passage. Enfin, il y a un turbo qui est plus gros que celui d'origine. De nouveau, vous voyez qu'on a une barre anti-rapprochement, barre de renfort. Et j'ai oublié de vous le dire, on a également des combinés filetés, réglables, bien évidemment. Et en plus, on peut voir qu'il y a certaines pièces qui viennent de chez Monster. Donc Monster, c'est un préparateur pour tout ce qui est Suzuki au Japon. Donc là, on a cette petite pièce qui tient la batterie. On a également le bouchon d'huile de chez Monster Sport. Alors, est-ce que ce sont de véritables pièces Monster ou est-ce que ce sont des répliques? Je l'ignore. Mais bon, de toute façon, ce sont des pièces qui n'ont qu'un petit rôle. Donc, c'est pas bien gênant. Et vous voyez qu'ils ont rajouté en plus tout un système de faisceaux de câbles pour avoir une meilleure masse. Donc c'est très étrange qu'ils aient choisi de mettre du câble rouge pour rajouter des masses, pour améliorer la masse. Mais bon, il semblerait aussi que sur ce genre de voiture, améliorer la masse ne soit pas négligeable, vu que parfois les cosses commencent à s'oxyder et on perd en connexion électrique. Enfin voilà, donc que vous dire d'autre? Donc vous voyez bien sûr que le filtre à air n'est pas d'origine. Là on est sur un filtre à air type champignon. Pareil, ça c'est un HKS si je ne me trompe pas, donc ça vaut un peu de pognon. Et puis voilà, il y a aussi quand même pas mal de pièces qui semblent d'origine. Hein. Vous voyez l'intercouleur, les radiateurs, tout ça, ça semble d'origine. Donc à vue de nez comme ça, hein, j'estime que la voiture doit sortir entre 80 et 100 chevaux, peut-être plus proche de 80 que de 100 chevaux, mais le truc qui est certain, c'est que comparé à l'origine, on a beaucoup plus de perf, le turbo met moins de temps à charger, il fonctionne sur quasiment toute la plage de régime, donc de à peine 3000 tours jusqu'à plus de 9000, enfin la différence de perf est notable et surtout en plus elle est débridée parce que normalement les K-Car au Japon sont bridés à 130, 140. Celle-ci, elle les dépasse allègrement vu qu'en fait en accélérant fort on va même au-delà de la graduation du compteur de vitesse. Donc franchement c'est assez balèze et vous voyez que les souvenirs que j'en ai, lorsque j'ai fait un peu l'imbécile avec, ça me fait bafouiller. Pour vous montrer, hein, sur les K-Car, le compteur est limité à 140. Je ne sais pas si vous verrez bien.
Et donc là, vous pouvez dépasser le 140 et ça va donc bien plus vite que ça. Je ne sais pas quelle est sa réelle limite. Je l'ignore. Je n'ai pas été aussi à fond que ça. Enfin voilà les amis, ma nouvelle acquisition, le complément de ma collection de K-Car, car je l'ai déjà dit lors de la visite du hangar, mais les fans de K-Car considèrent qu'il faut, quand on est vraiment un passionné, avoir le ABC. Donc le A pour Autosam. Donc la Autosam, c'est celle-ci, la rouge. C'est la plus rare et la plus chère du lot. Après vient le B. B pour Bit, la Honda Bit. En plus, celle-ci, donc, elle est en finition Mugen. Et pour finir, le C avec la Cappuccino. Et bon, vous l'aurez compris, moi j'ai en plus de ça, j'ai un autre C avec la Copen là-bas et la Vivio GXT. Donc j'ai presque l'intégralité de ce qui s'est fait en K-Car sport au Japon dans les années 90. Donc voilà les amis, vous n'aurez pas un test complet de cette Cappuccino, tout simplement parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Vous savez que lorsque je fais des tests, j'essaie d'avoir les véhicules les plus proches de l'origine. Celle-ci en est beaucoup trop loin. Mais il n'est pas impossible que vous revoyiez cette voiture à l'avenir. Vu qu'elle est préparée un peu piste, il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, elle finisse sur un circuit ou que je fasse juste une balade avec pour vous montrer un peu les performances. Mais il n'y aura pas un test complet du modèle, ça a déjà été fait et je rappelle donc que c'est disponible dès maintenant sur ma chaîne. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ma dernière acquisition, la Suzuki Cappuccino. Si vous avez des questions ou des remarques, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si parmi vous, il y en a qui possèdent une Cappuccino, si ils ont réussi à identifier des pièces perf dont je n'aurais pas parlé, ou si vous avez tout simplement des conseils ou des choses à raconter, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est pour vous également. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si vous voulez revoir ce type de véhicule. Et comme ça, on se retrouvera très bientôt. Ve à tous. Donc vous voyez qu'ils ont mis des durites de liquide de refroidissement transparentes. Elles n'ont pas l'air de se déformer, elles n'ont pas l'air de subir la chaleur, donc peut-être que c'est vraiment du tuyau spécifique pour ça. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je me suis demandé s'ils n'avaient pas juste chopé le premier tuyau bas de gamme qui passait pour juste le style. Mais pour l'instant, j'ai pas de problème avec ces tuyaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est possible que ce soit du vrai tuyau haute température transparent? Personnellement, c'est la première fois que je vois ça.